Bonjour et bienvenue dans le Match Show. Aujourd'hui, je reçois une femme très engagée. Très engagée parce qu'elle a vécu une histoire personnelle qui l'a obligée à sortir de sa zone de confort, de sa zone habituelle pour pouvoir voilà, se confronter à la réalité et mener un combat qui est noble, un très bon combat qui concerne nos enfants, nos filles et nos garçons. Aujourd'hui, je reçois Mlle Cléo. Laissez-moi vous dire qui est Mlle Cléo. Mlle Cléo est orthophoniste depuis près de 30 ans. Et même plus de 30 ans, plus de 20 ans. Excusez-moi, voilà. Elle est trop jeune pour, voilà, hein. Depuis plus de 20 ans, elle est orthophoniste. Elle est spécialisée dans la voix et la surdité. Elle accompagne chaque jour des enfants et des adultes dans leur communication, mais elle est aussi autrice. Voilà. Et là, on arrive à l'engagement dont j'ai parlé. Elle est autrice et elle a écrit son premier livre qui parle des cheveux noirs, qui parle de nos cheveux. Elle a aussi un blog sur le net, mais on va lui laisser nous dire un petit peu plus sur ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de projets à venir. Bonjour, Mlle Cléo. Bonjour, Marthe. Je sais que tu as ton prénom qui est là, mais j'adore t'appeler Mlle Cléo. J'aime bien parce que ça fait un petit peu l'accent créole. Tu as l'air de le dire comme tu le sens. Il sonne très très bien à mes oreilles, comme tu le dis. Et je sais pas si je fais vraiment l'accent créole, hein, mais ça sonne dans ma tête avec l'accent créole, j'aime plus. Comme on dit chez nous, Aquaba. Ça veut dire bonne arrivée. Merci, très chère Matt. Comment tu vas? Très bien, fraîchement, très bien. Ça va bien beaucoup. Vraiment fraîchement. Oui, Fraîchement. oui, oui. Je disais, Mlle Cléo est orthophoniste. Elle est engagée dans un combat voilà, qui est survenu suite à un incident de parcours, voilà, que tu as vécu, un incident personnel qui t'a poussé à sortir de ta zone, voilà, pour aller mener ce combat. J'aime bien demander à mes invités, qui est Mlle Cléo? Alors, qui je suis, tu as déjà fait une très très belle introduction pour tout ce qui est fonction, métier. Alors oui, je suis orthophoniste de métier depuis près de 20 ans maintenant et j'exerce en cabinet libéral et j'exerce en institut spécialisé. Et surtout, je suis maman de 3 enfants, âgés de 9 à 18 ans. Et c'est surtout ce qui m'a motivée dans la démarche qui nous fait nos rencontres aujourd'hui. C'est magnifique, Merci. Mlle. Toi aussi. Les cheveux, merci. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de porter cette robe et quand j'arrive, je te vois habillée aussi en tenue de chez nous. Je dis, ben écoute, il n'y a pas de hasard, hein. C'est un minimum quand même. T'es connecté, je crois. Et je voulais savoir, avant que tu sois orthophoniste, est-ce que, je crois que tu étais professeur, tu faisais des études d'anglais, non? Alors que j'ai eu une vraie vocation de cœur qui m'a arrivée en 5e. J'avais décidé d'être prof d'anglais et j'ai suivi le parcours pour ça. Donc après mon bac, j'ai entamé les études d'anglais pour être prof d'anglais. Euh, et ensuite, une rencontre un peu particulière a fait que j'ai changé d'orientation. Mais les études que j'ai faites m'ont servi puisque pendant un temps et parallèlement à mon attente d'équivalence de diplôme, hein, pour mon deuxième diplôme, j'ai pu pratiquer auprès d'enfants et dans des écoles privées l'anglais. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de trajectoire? Ce qui m'a fait changer de trajectoire, c'est encore une langue, parce que je suis passionnée de langue étrangère. Et j'ai une rencontre coup de cœur avec la langue des signes en rentrant un soir d'un cours d'amphi quand je faisais mes études d'anglais, l'anglais civilisation étrangère. Et ça ne m'a pas lâchée à partir du moment où j'ai découvert, je me suis dit, il faut absolument que je travaille avec des sourds. Donc je ne savais pas si ce serait dans l'interprétariat, en étant éducatrice spécialisée. Il fallait absolument que je puisse manier la langue des signes. Et le métier d'orthophoniste se prêtait très bien à cela, puisqu'il y a une spécialité surdité que j'ai le plaisir d'avoir choisi et qui me permet donc d'aider les enfants sourds à aussi rentrer dans le langage écrit, donc la langue française avec toutes ces difficultés que l'on connaît, à apprendre à avoir des outils pour pouvoir bien s'exprimer avec, parce que c'est vraiment pas facile pour eux. J'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas au hasard. Et toi?
Non, Est-ce que tu non plus. Tu peux nous Effectivement. dire un petit peu pourquoi tu crois pas au hasard? Déjà, par rapport à ma rencontre avec toi, par exemple, c'est déjà quelque chose d'assez Puis déjà rigolo. par rapport à nos tenues, Ben ouais, sans le déjà. savoir. J'étais très heureuse de t'avoir rencontré lors d'un gala où je t'ai vu prendre la parole avec une résilience incroyable en racontant ton parcours de vie, mais personnel, lors d'un événement public qui parlait de se mettre en branle pour entrer dans sa réussite professionnelle. Ça m'a vraiment touchée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs et que j'ai tenu à te le dire à la fin. Je savais pas forcément que ça me mènerait à être assise en face de toi aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça incroyable. Bon, ça c'est Comme quoi le c'est- hasard n'existe pas. comme quoi le hasard n'existe pas. Et tout à l'heure, je me suis trompée. Hein. J'ai dit, j'ai bafouillé un peu sur le nombre d'années que tu Mais je vais pratiques. y J'ai dit arriver 30 ans. encore 10 ans et puis voilà, tu ne te seras pas trompé. Ben oui, et même au-delà des 30 Même ans, hein, au-delà, au-delà. puisqu'il faut Voilà. cotiser maintenant pour avoir les 1, je vais pas m'arrêter Je tout te de souhaite suite. pas qu'à 50 ans non plus. Mais bon. Je pense que les générations futures ne seront pas trop loin de 50 ans, C'est possible, c'est possible. malheureusement. Malheureusement pour elle. Mm. Et oui, comme je disais, ça fait 20 ans que tu pratiques. Et au bout de 20 ans, ça peut arriver d'être lassé. T'es, à chaque matin, quand tu te lèves, après 20 ans, qu'est-ce qui te met encore dans ce métier? Bah, comme tu viens de le dire là, vraiment, le fait de me lever chaque matin et de me dire que j'exerce ce métier-là, je trouve ça super de voir que j'ai gardé cette ferveur-là, cette motivation-là, le fait que j'aime mon travail, parce qu'en fait, le métier d'orthophoniste, c'est assez extraordinaire. Il y a plus d'une quinzaine de spécialités, parce que en tant que spécialiste de la communication de la parole, de l'éducation langage oral écrit, etc., les gens, ils nous mettent un peu dans un carcan, ils nous associent forcément uniquement à la rééducation, de la dyslexie, de la dysorthographie, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Alors d'abord, le public est très varié, la population, ça peut être les enfants, mais aussi les adultes et aussi les personnes âgées. Pour citer que quelques-unes, donc il y a tout ce qui est langage oral, langage écrit, il y a logico-mathématique, je n'en fais pas par exemple, il y a bégaiement, voix parlée, voix chantée, ça j'ai fait aussi, j'ai eu beaucoup de mamans de 3 enfants, c'est un peu un chiffre charnière. Il y a des troubles de l'oralité, il y a encore à peu près 7 ou 8 spécialités déglutition que je ne fais plus trop non plus. Enfin, c'est très varié. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, pendant 1 an ou 2, j'approfondis ce domaine-là et j'y vais à fond. Voilà, j'ai pas mentionné, mais que je parlais des adultes tout à l'heure, je travaille en neurologie, donc je travaille aussi en établissement, en EHPAD, avec les personnes qui souffrent d'Alzheimer ou d'autres formes de démence qui déclarent, puisqu'il faut aussi, voilà, je peux être amenée à travailler avec des gens qui ont un AVC et puis qui ont perdu l'usage de la parole. Donc, c'est tellement varié, le champ est tellement vaste que on n'a pas de quoi s'ennuyer en fait dans ce métier-là. Et je peux décider de travailler plus avec des enfants à certaines périodes, puis plus avec des adultes. Donc, c'est super. Tu me disais que ça n'a pas été en France, le parcours pour la orthophoniste, c'est pas simple. Et que tu as dû t'expatrier. Alors, je me suis expatriée scolairement, pour dire la chose. Et c'est pas que je voulais m'expatrier scolairement, mais lorsque j'ai eu ce coup de foudre avec la langue d'ici, j'avais déjà quasiment fini mon cursus pour les langues. Donc, j'étais plus très, très jeune pour une étudiante, là, à mon sens. Et en France, il faut pouvoir réussir le concours. Donc, dans les différentes GFR qui sont en France, il y en a moins d'une quarantaine. On ne prend pas beaucoup de candidats par an. Donc, j'ai eu vent du fait qu'à l'étranger, il n'y avait pas les concours d'entrée. Donc, j'ai postulé en Belgique, dans une fac publique, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et à l'Université libre de Bruxelles. J'ai eu la grande chance, je crois que je suis la seule de ma promo, j'ai fait une petite enquête après, j'ai été retenue dans les deux, donc j'ai pu choisir. Et je suis arrivée directement en 3e année, donc ça a un peu réduit, ça n'a pas empêché que j'aille à la fac pendant 10 ans et je commence à travailler tard. Donc, mais j'ai absolument aucun regret par rapport à ça, vraiment. C'est une vocation. Pour moi, c'est un parcours qui reste très cohérent puisque j'ai toujours tout mis à profit. Par exemple, pendant mes études en logopédie, on appelle ça, il y a logopédie en Belgique. J'étais très contente de pouvoir lire d'une traite les 12 articles scientifiques que les profs nous demandaient de déchiffrer pour lundi en anglais.
sans trop de problèmes. On a même mis en place un système de traduction pour les passer à ceux qui étaient moins bons. Et donc, ça m'a servi. J'ai absolument pas de regrets par rapport à ce que j'ai fait avant, que j'ai pu utiliser dans ce que j'ai voulu faire après. Et jusqu'à présent, ça me suit. Les langues, c'est une ouverture vers tellement de choses. Et je peux pas te recevoir à point en tant qu'orthophoniste sur le plateau de notre show sans parler d'un sujet qui touche beaucoup de Français, beaucoup de parents ici en France. Pour trouver des orthophonistes, mon Dieu, mais c'est pas le combat toujours. Ouais, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est comme trouver du diamant. Bah, j'aime bien dire l'expression. C'est comme trouver du diamant noir. Qui a quasi, je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Alors, je pense que je peux vraiment me targuer en tant d'être qu'orthophoniste, des rares métiers. En tant qu'orthophoniste, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a autant peu d'orthophonistes alors qu'il y a une très grande demande, il y a de plus en plus. Il y a le anglais, c'est un grand écart entre effectivement les besoins réels et les promotions qui sortent à chaque fois, le nombre d'orthophonistes formés. Alors maintenant, on a cru qu'avec le changement d'organisation au niveau des études, le fait qu'il n'y ait plus de concours, puisque normalement c'est Parcoursup, ça allait s'arrêter. Mais j'ai l'impression qu'à l'arrivée, il y a ça a passé. Et je vous dis, selon certaines régions, on va prendre dans une région, on va former 35 orthophonistes sur un cursus de 5 ans, d'autres 50. Sur Paris, c'est un petit peu plus de 100. Mais mis en regard des besoins de la population. Enfin, en fait, il faudrait pratiquement 15 orthophonistes, pas au mètre carré, mais dans une ville de plus de 20 000. Enfin, ça ne suffit pas. Enfin, la ville où j'exerce, je sais qu'on est 16, 17, on a toutes des listes d'attente. Parce que on n'est pas assez à sortir dans les promos et qu'il y a des déserts médicaux aussi. Enfin, il y en a qui sont plus ou moins pourvus par rapport à d'autres. Donc, moi, je sais que j'ai une liste d'attente, il y a 200 personnes dessus, je reçois des coups de fil auxquels je préfère ne pas répondre, mais je ne peux pas répondre à la demande. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour il faut peut-être en former plus à un moment donné, faire remonter les choses au niveau du ministère, mais je ne sais pas, mais c'est un vrai écueil, c'est une réalité. Et même dans les centres sociaux comme les CMP, les CESAD. Alors là, il y a une autre bonne raison qu'il ne faut pas avoir peur d'évoquer, ce sont les salaires. Oui, on est formé sur 5 ans, lesquels on a gradué d'un master, etc. On ne commence pas forcément à 2 000 € par mois. Donc, s'il y a une vraie réalité, c'est pour ça aussi que dans cette branche, de cette profession qui a une forte tendance féminine, il y a aussi quelques hommes qui sont orthophonistes, heureusement. Il y a ce manque au sein des structures hospitalières, au sein des CNP, parce qu'on est payé par rapport à la grille de la fonction publique et puis qui ne sont pas forcément prêts à... On commence à un certain échelon. Donc, souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cabinets libéraux où on est censé gagner un peu mieux notre vie, comparé aux structures. Et tu accompagnes des adultes et des enfants sourds et malentendants. C'est vrai que tu les accompagnes dans la communication, mais j'imagine que eux aussi, en retour, ils t'ont appris, ils t'ont apporté quelque chose dans la communication de sourds et malentendants. Et qu'est-ce que tu as appris auprès de ce public-là sur 20 ans? Quand on reçoit un patient pour la première fois, on le bilante, on regarde où il en est, on essaie de dire où est-ce que je peux essayer de l'emmener par rapport à son niveau de langue, et c'est pas évident. Parfois, c'est waouh, c'est presque bon. Ça m'a appris, je pense, la patience, et ça m'a permis de garder une forme de créativité que j'ai toujours beaucoup aimé avoir, mais en dehors même de mon domaine de l'orthophonie, j'ai beaucoup créé. Il faut rester à la page, il faut pouvoir créer des choses attrayantes, et c'est pas, quand ils sont à l'âge ado, souvent ils manquent de motivation parce que les enfants sourds, ce sont des patients qui sont pris en charge très très précocement, surtout que maintenant il y a le développement, ils sont implantés très très tôt quand c'est détecté très très tôt. Donc il y a tout cet accompagnement qui est un accompagnement au long cours sur du long terme. Donc moi, le public que j'ai à l'âge que j'ai, à l'âge que je les reçois, ils ont déjà un passe orthophonique derrière, et souvent ils n'ont plus trop envie d'en avoir. Mais bon, il faut trouver les ressources pour les motiver, enfin les garder leur faire comprendre qu'ils en ont encore besoin, parce que c'est difficile. Là, on a parlé du volet orthophoniste. On va aborder un autre volet de ta vie, qui est ton engagement.
Voilà. Et on va parler de la cause, du pourquoi tu es rentrée dans cet engagement-là. En tant que mère, qu'est-ce que tu as ressenti le jour où l'école a demandé à ton fils de retirer ses places? Alors, c'est un parcours particulier par rapport à mon ressenti. Parce qu'en fait, sur le coup, je ne me suis même pas préoccupée profondément du questionnement. Je trouvais ça tellement incroyable que je ne l'ai pas pris au sérieux. Donc, j'ai pris une période de quelques jours où, malgré le fait que mon fils m'ait relaté l'information, parce qu'il est rentré un soir en disant Bon, je crois qu'il faut que tu me défasses les cheveux, que tu me changes de coiffure, parce qu'on a dit que tu n'allais pas que je garde des tresses. Donc, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, bon, n'importe quoi. Enfin, bon, et il finissait par être vraiment préoccupé. Et je comprenais j'ai fini par comprendre qu'il était en fait victime de harcèlement et que, d'une certaine façon, et que oui, on lui mettait la pression. Et il fallait faire quelque chose. Et quand je disais, enfin, c'est pas que j'en ai honte, mais le cheminement que j'ai eu par rapport à ça est particulier parce que ça ne m'avait pas spécialement touchée. Je lui ai rassuré en lui disant, écoute, laisse tomber, ça finira par se tasser. Oui, comme on le fait à chaque fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça commençait un peu à traîner en longueur. Et j'ai été amenée à en parler à ma voisine, ma voisine d'en face, parce qu'on a un petit du même âge qu'on emmenait à la maternelle. On avait un petit du même âge qu'on emmenait à la maternelle à ce moment-là. Et donc, je précise, hein, une femme blanche, brune, aux yeux verts. Donc, je lui explique un peu ce qui se passe avec mon fils. En gros, tu comprends. Et je vois qu'elle est un peu, ça la perturbe, elle est un peu choquée. Elle fait, ah bon, tu comprends, oui, oui, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas tolérant, entre guillemets. Donc, je défends la situation et je la minimise encore une fois. Donc ça, c'était le matin en allant emmener les enfants à l'école. Et donc, on fait le trajet retour, hein, on va les chercher à 4h30. Et sur ce trajet, elle m'explique qu'elle a envoyé, enfin, elle a parlé de mon histoire à 2 ou 3 copines. Et ces 2 ou 3 copines que je ne connais absolument pas ont eu des réactions quasi immédiates et indignées par rapport à la situation. Et je voyais qu'elle-même était indignée pour me faire comprendre, voilà quoi. Et moi, je me dis, mais quelle sollicitude, elle est gentille, pourquoi elle prend ça autant à cœur et là, ça a commencé à me travailler. Je me dis, comment est-ce que cette dame, cette femme qui n'est absolument pas de mon peuple, qui n'est pas spécialiste du cheveu, elle a l'air de trouver ça quand même grave et d'évoquer des notions auxquelles je n'avais pas envie de faire face, de racisme binaire, de discrimination. Parce que moi, j'ai vraiment pas voulu employer ces mots-là pendant un moment. Et tu leur as laissé le bénéfice du doute. Ouais, ça m'a perturbée que ça la perturbe à ce point. Et ça a commencé à me turlupiner. Et puis, ça a pris une proportion supplémentaire la semaine d'après, quand mon fils était vraiment tracassé, que finalement, j'ai reçu un appel du CPE à ce point. Oui, du CPE qui avait été mandaté du coup par le principal pour me laisser le même message. Mais entre-temps, j'avais demandé à avoir un rendez-vous pour en avoir le cœur net. Qui est un rendez-vous qui m'avait été refusé étant donné le contexte de la Covid en physique. Et finalement, j'ai un petit peu insisté et j'ai réussi à avoir un appel téléphonique. Mais à quel moment tu comprends que ce n'est pas simplement une question de coiffure? Je vais te le dire tout de suite. Ce fameux appel téléphonique a été une forme de... Là, ça a été vraiment une révélation. Et là, c'est à ce moment précis que je dis, là, mon cœur de mère, je suis rentrée en... Voilà. Donc, je vais vraiment résumer les choses parce que c'est un appel qui a duré à peu près 45 minutes. Et alors, j'ai essayé de démêler, de comprendre le pourquoi du comment. J'ai voulu qu'il me donne ses arguments parce qu'il avait sûrement des bons arguments, tout en commençant par dire, je ne suis pas en portefeuille de votre règlement, je l'ai relu. Il n'a pas d'élastique, il n'y a pas de boule, il n'y a pas de gel. Ce sont ses cheveux qui sont propres. Hein, et il est coiffé. En fonction de la nature de ses cheveux et en reflétant accessoirement sa culture, si jamais ça pouvait avoir une petite importance quelconque. Et là, le monsieur m'a répondu avec une introduction un peu particulière qu'il ne voulait pas avoir des enfants coiffés comme des footballeurs à son portail. Ça, c'était... Alors, on définissait coiffeur. Je me repositionne sur mon fauteuil. Donc, voilà. Il ne voulait pas de coiffure de footballeur à son portail. Et ensuite, il m'a dit que je ne jouais pas le jeu. Qu'il y a des familles à qui il avait fait la même réflexion. Ah, parce qu'il y avait un jeu. Vous avez tout le temps immédiatement chez moi. Je ne suis pas... On est en train de parler. Juste pour information, c'est une école privée ou publique? Oui, c'est une école privée. Mais bon, ça ne change rien. Ça n'excuse rien du tout. C'est pas une excuse. Exactement. Pour avoir ce type de Donc il m'a dit ça, que je jouais pas le jeu, qu'il avait envoyé des familles chez le coiffeur. Moi, vous ne demanderez nulle part, parce que expliquez-moi.
c'est la longueur, mais il n'arrivait pas lui-même à m'expliquer en fait. Et ensuite, il m'a dit qu'il avait déjà son quota d'enfants comme ça. Enfants comme ça, c'est-à-dire? Alors déjà, le mot quota, c'était vraiment très limite. Et puis, enfants comme ça. D'enfants comme ça, voilà. Et j'ai rebondi en disant, parce que là, du coup, ça commençait un peu à me... J'aimerais savoir, quelle était ta réaction après tout ça, quand tu as compris que c'était pas une question de coiffure, c'était plus que la coiffure, et quelles étaient les actions que tu as menées? Bah, là, j'en ai mené plusieurs, mais du coup, je te finis je lui ai dit, pour finir, je comprends pas, vous l'avez reçu en entretien pour être admis dans votre établissement, et il avait un afro, et vous n'aviez pas signalé, enfin, vous n'aviez pas l'acheté. Et là, il me dit, oui, mais à ce moment-là, il était acceptable. Donc, à ce moment-là, On va dire les termes. En colère. C'est du racisme. J'étais en colère. Mais acceptable, c'est pas quelque chose. Enfin, le terme était complètement. Mais Manzel, on va dire les termes de ce qui se passait là. C'était du racisme. Bah, j'ai dû faire face quand même à la réalité. Voilà, j'ai pas forcément nommé, mais je me dis comment est-ce qu'il peut Faut me nommer dire. les choses, c'était du racisme. Comment est-ce qu'il peut me dire ça? Donc, après ça, bah, j'en ai reparlé à ma voisine qui a dit enfin elle est sur la même longueur d'onde que tout le monde, effectivement. Ouais. Et donc j'ai promis à mon fils de faire quelque chose, mais j'ai promis ça comme ça mais sans savoir quoi faire en fait. Donc j'ai commencé des recherches pour voir s'il y avait des antécédents, jurisprudence, etc. Ça demandait de s'engager d'un point de vue juridique, un avocat, des sous, du temps, enfin tout ça. Et en fait mon fils il avait besoin d'excuses et d'excuses sincères, parce que même si j'avais Yannick, on avait été dédommagé, ça n'aurait rien changé. Son estime de lui-même avait été blessée. Donc ça, c'était un petit peu embêtant. Donc, je me suis rappelée d'un livre que j'avais offert à ma petite sœur quelques années auparavant, écrit par l'autrice Juliette Smeralda, qui est connue dans le milieu pour ce fameux livre avec des sociologues martiniquais. Je suis très fière de cette dame, des travaux qu'elle mène. Elle a écrit Peau noire, cheveux crépus, histoire d'une aliénation. Donc, j'ai contacté cette dame. Je lui ai envoyé un mail sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Et par surprise et par bonheur d'ailleurs, elle m'a répondu. Et on a commencé à échanger comme ça. Et au bout de 3-4 mails où j'ai vidé mon sac, où j'ai demandé des conseils, elle m'a écrit une phrase. Si rien n'est fait, rien ne sera jamais fait. Si vous voulez faire quelque chose, voilà. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de prendre la plume et de commencer à écrire une histoire. Je ne savais pas vraiment quoi, mais ce qui a été vraiment génial, c'est que j'ai pu le faire et je l'ai fait avec mes enfants. Donc voilà, on a vraiment construit des choses ensemble. Tout ce que je découvrais, je leur disais, ils me posaient des questions. Donc c'était un peu un voyage littéraire en construction, mais vraiment, et voilà. On va parler de ton livre. Tu vas nous parler, pas que je donne pour donner l'envie aux gens de l'acheter. Tu vas nous expliquer un petit peu, brièvement un peu, voilà. Avant ça, j'aimerais savoir comment ton fils, il a fait tout ça. En tant qu'enfant, d'être confronté si jeune. Bon, nous les adultes, on est un peu rodés, voilà, mais un enfant, il avait quel âge déjà? Il était en 5e. C'est un petit, et être confronté à une violence pareille, comment est-ce qu'il a vécu ça? Parce que c'est une violence. Comment est-ce qu'il a vécu ça? Sur la première semaine, il était mal à l'aise, juste mal à l'aise, et puis comme c'est un enfant... j'aime bien dire avec fierté qu'il est plutôt bien élevé, il est docile, donc s'il ne veut pas avoir de problème, ni avec moi, ni avec le principal, pour ça. Mais j'ai senti qu'il n'était pas... Voilà, à un moment, il y a une petite... on sentait qu'il y avait quelque chose qui le perturbait sans qu'il puisse forcément mettre des mots dessus. Et moi, je n'avais jamais mis de mots dessus avant, parce que je ne pensais pas qu'il y serait confronté de cette façon. Donc, il ne l'a pas très bien vécu, mais il ne l'a pas verbalisé. Il ne l'a pas forcément dit. Ce n'est qu'après que j'ai créé le premier tome que j'ai offert pour ses 15 ans qu'il en a eu. Et comment elle a réagi? Et sur le coup, il n'a toujours rien dit. Mais 6 mois après, un jour dans la voiture, il a commencé à discuter, il m'a posé des questions. Et moi, c'était bon, là, j'avais tout gagné. C'est tout ce que je voulais. Parce que ce n'était pas prévu que je publie tout ça. Je l'avais écrit pour lui, en fait. Oui, et finalement, tu nous fais partager. Voilà. Peux-tu nous parler un petit peu? Parce que c'est un enfant qui aime beaucoup lire, il aimait beaucoup ça. Donc, c'était une façon de... C'était bien par ce biais-là. Et vu que tu nous fais le plaisir de partager ce livre avec nous, en dehors de ton fils, peux-tu nous parler brièvement Oui.
Je peux peut-être vous le montrer. Oui, et puis voilà, oui, le livre crépusculaire. Donc, je disais, tu nous as fait le plaisir de le partager avec nous. Voilà, le livre que tu as écrit pour ton fils, pour qu'il comprenne les choses et qu'il apprenne à aimer ses cheveux et à aimer la façon de les coiffer, peu importe ce que les autres peuvent en penser. Et tu as voulu que les autres enfants de ton fils le découvrent, et puis d'autres personnes aussi le découvrent, hein. Donc, ce livre, déjà, on peut l'avoir où? On peut l'avoir C'est sur intéressant. Amazon. Il est sur Amazon pour l'instant. J'ai mon site web où je vais essayer de le mettre aussi en accès. Et ce que j'aime plutôt, c'est avoir le plaisir de rencontrer les lecteurs lors de salons littéraires et de rencontres, de cafés littéraires. Parce qu'en plus, il y a le moment d'échange et ça, c'est vraiment super. Mais il est sur Amazon. D'accord. Et il est disponible en version comme ça et en version pour tablette aussi. Tu peux nous parler un petit peu brièvement, voilà, sans trop Alors, rentrer je dedans, vais pas pour que trop les rentrer gens dedans, aillent, voilà. mais je tiens quand Ils même doivent à aller dire l'acheter, qu'il le livre est, crépusculaire. qu'il Oui, est illustré par Nicole Covey, qui est une illustratrice. pas n'importe qui. Non, pas du tout. J'ai jeté un œil sur son Instagram. Ouais, J'ai vu ouais. que, Elle fait des dessins oui, magnifiques ouais, et je ne pensais pas, j'étais fan d'elle avant et je ne pensais pas que j'aurais le plaisir et la de la couverture est voir magnifique. pour Attends, je vais le montrer illustratrice. encore, parce Voilà. que la couverture est magnifique. Samuel fera un zoom là-dessus pour que vous puissiez mieux le voir. La couverture est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de pages. Voilà. Ça fait un très beau cadeau d'anniversaire pour les petites filles comme pour les petits garçons. Parce qu'il y a des jeunes hommes maintenant, des jeunes Bah oui, tout le garçons monde, qu'on hein. voit avec les nattes aussi, avec leurs cheveux. Et pas que pour les jeunes. Nous, on vient de cette génération où on nous défrisait les cheveux. Exactement. Donc voilà. Donc c'est pour tous les âges, pour apprendre à se réapproprier. On est dans l'ère où Ouais, on est en jeune- train de se jeune réapproprier de notre Exactement. identité, de nos cheveux. Donc ce livre tombe parfaitement bien. Cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, ou simplement offrir une lecture à quelqu'un. Voilà. Donc ça, Donc, c'est le tome 1 qui est oui. sorti l'année dernière. D'ici la fin Je de le l'année. garde là, pour que je le garde D'ici comme ça. d'ici Voilà. la fin de l'année, j'espère pouvoir sortir le tome 2 qui va s'intituler Démêlé et le tome 3 par la suite qui s'appelle Coiffé. Il est intitulé Coiffé. D'accord. Donc c'est une trilogie. Intéressant, tout ça, intéressant. Et je sais pas si je te l'ai dit, magnifique la coiffure. Merci, merci. J'adore. Le fameux twist out. Mais tu donnes de ça inspire, hein, Ah. c'est magnifique, hein. J'aime beaucoup. Merci. Les jolies boucles, les jolis ressorts. Voilà, moi j'ai mon foulard, hein, puisque ça va avec la tenue, mais c'est magnifique la coiffure que tu portes. Merci, Nat. Et ça tombe très bien dans le thème du livre Crépusculaire. Tu as aussi un blog? Oui, qui s'appelle Chronique d'une poétesse en chemise de nuit. Donc, vous tapez la poétesse en chemise de nuit tout court. Et c'est un clin d'œil au titre du livre de Dany Laferrière, qui a écrit un livre qui m'a suivi pendant tout le processus d'écriture de la trilogie, Journal d'un écrivain en pyjama. Donc, j'ai un petit peu, puisque ma grande spécialité, mon grand kiff littéraire, c'est la parodie. J'aime beaucoup ça. Donc, le blog reprend un petit peu cet esprit-là, un peu du jour la ligne, qui permettra aux lecteurs, s'ils y vont, de voir comment j'ai écrit ce livre-là, le processus. Parce que l'idée, le cheveu a été une porte d'entrée et un prétexte, parce que ce que j'ai essayé de mettre en scène, c'est la richesse du patrimoine afro-caribéen. Et la bande de copines que j'ai créée, c'est la seule fiction pure. Le décor est installé que dans des éléments qui sont réels, qui sont vrais, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient littéraires, musicaux, historiques. Lorsque vous lisez cette histoire qui est pas inventée, vous apprenez des choses réelles à côté. Donc, il y a plus de 120 personnes réelles citées. Sur la trilogie entière, plus de 250 QR codes parce que vous pouvez aller à la source de la bibliographie grâce à la technologie d'aujourd'hui. Et ça, je l'avais fait pour que mon fils puisse avoir envie de découvrir en même temps les choses dont je parle. Et j'aimerais bien... que penses-tu de la discrimination capillaire en France? Et pourquoi ce sujet de nos cheveux dérange autant en France, alors que les cheveux caucasiens ne dérangent pas? Mais pourquoi cette question toujours sur le cheveu? Alors là, je ne sais pas si le temps qui nous reste, qui nous est imparti, va suffire à En répondre quelques ça, mais mots.
Ce qui est certain, pour rappel, il y a eu cette loi anti-discrimination justement mais en France, hein, avec la loi Servin, d'accord, qui est passée, qui ressemble beaucoup au Crown Act des États-Unis. Et je vais me faire l'avocat du diable, c'est un peu chiant, mais je trouvais ça totalement. Pourquoi une loi pareille? C'est n'importe quoi. Mais en fait, si on a eu besoin de remettre encore le doigt dessus et de le redire, c'est parce qu'il y a encore des problèmes. Sinon, ce ne serait pas revenu encore sur le tapis. Mais selon et j'aime à dire que c'est ce micron d'éléments de nous-mêmes, c'est le dernier vestige où on a envie de continuer à nous diminuer, à nous éloigner de nos standards de beauté qui ont toujours été. Parce que finalement, les dernières décennies, sans se rendre compte de manière subliminale, on les a passés à avoir un lavage de cerveau par rapport à nos beautés originelles, à nos techniques de coiffure originelles, parce que c'est l'apanage du cheveu lisse, etc., des césales, sans critiquer les personnes qui font le choix de le faire. Ce qu'il faut, ce que je prends, moi, c'est la liberté de choisir, comme on en de a choisir. envie. Si vous avez envie qu'il soit loxé, tressé, tu vois, soit lissé, perruqué ou naturel. Mais personne, aucune personne de l'extérieur ne doit nous dire que là, votre coiffure, ça va pas. Donc, à cause de cela, vous pouvez être incompétent. Et moi, c'est ce que je me suis dit parce que j'étais très en colère, en fait, quand j'ai réalisé la profondeur du... Je me suis dit, donc je peux mourir demain. On peut dire à mon fils, intelligent, diplômé, qualifié, qu'il n'est pas pris dans un poste parce qu'il a des tresses sur la tête. Mais on prendra quelqu'un d'autre qui a les cheveux lisses, qui est peut-être moins compétent, moins motivé, moins diplômé, mais la coiffure, ça passe. C'est pas parce qu'il a les cheveux afro, il a pas les cheveux lisses. Enfin, il y a eu... voilà. Quelque chose qui Donc, ce que je pense, c'est que, oui, elle existe encore. Lui, apparemment, il va falloir encore la combattre. Donc, on a le mouvement NAPI qui a pris de l'ampleur et qui est, pour moi, je le dis souvent, aujourd'hui, plus qu'un mouvement, ça s'est vraiment pérennisé. Il y a vraiment une prise de conscience grâce au réseau, grâce à toutes les influenceuses qui se sont emparées de cette niche, entre guillemets, grâce au fait qu'il y ait des produits, des gammes de produits qui se sont... Ça a quand même des effets. Gens qui ont... On voit les effets aujourd'hui. Exactement. Il y a de moins en moins de défrisés. On utilise de moins en moins les défrisages. Moi, j'ai une fille, ma fille cadette, qui va avoir 15 ans, je ne l'ai jamais défrisée. Jamais. Je porte des perruques, mais elle, depuis qu'elle est petite, je lui mets les mèches, mais à quelques rares occasions. Et j'ai commencé à lui mettre les mèches à partir du collège. J'ai la coiffé qu'avec ses cheveux. Donc, moi, je fais partie de ces personnes que le mouvement NAPI a beaucoup impacté. Alors, j'ai eu la grande chance, j'aime bien le signaler, d'avoir eu l'opportunité de parler et de rencontrer des gens qui étaient des femmes pionnières dans ce mouvement-là, parce qu'on a des faits de choses qui ont commencé à longtemps. Je suis devenue copine avec Annie Tassi, qui a fait... Je suis désolée de te couper l'émission. Tire ça. Je suis obligée en fait, de t'interrompre, désolée, parce que là, l'émission... Parce qu'on a un timing, l'émission a une certaine durée. Et les gens d'ailleurs me font la remarque. Oui, mais Natacha, mais si je fais long, après ils vont plus suivre. Donc du coup, voilà, pour leur donner l'envie de revenir, on est obligé de maintenir le timing. Et je vais devoir te poser la dernière question. Malheureusement, mais tu vas revenir. Parce qu'il y a les autres tomes. Tome 2 qui doit sortir, qui est déjà sorti, je crois, non? Non, il va sortir. Qui doit sortir. Après, je pense que tu as beaucoup de projets, pas mal de projets qui arrivent. Et Nacho, il est là. Voilà. Tu viendras parler de tes prochains projets qui sont en cours. On va pas en parler parce que là, c'est en cours. Tu viendras une fois que ça sera terminé pour en parler. Et tu viendras une fois que le prochain tome sera sorti. Parfait. Ça sera avec plaisir que je te recevrai sur le plateau de Nacho. Et qu'on reviendra bien sûr sur le tome 1. Voilà, que le tome 1... Crépusculaire, voilà, Crépusculaire tome 1, emmêlé, voilà, sur Amazon, on reviendra là-dessus quand tu auras sorti le tome 2, voilà, et ma dernière question c'est que, est-ce que ton livre s'adresse uniquement aux gens de la communauté afro ou c'est ouvert à tout le monde pour qu'ils comprennent un peu? J'ai le plaisir d'avoir des retours de personnes qui ne sont pas forcément d'origine antillaise ou de pays d'Afrique et qui découvrent aussi des choses et qui comprennent aussi ce que peuvent vivre
les personnes avec les cheveux texturés frisés, texturés bouclés, texturés crépus, ces différentes textures qu'on peut rencontrer et qui n'imaginaient pas qu'on vivait ce genre de combat. Vraiment. Merci à toi, Manzel, Merci à toi. pour ce beau livre qui est Crépusculaire de Manzel Cléo. Vous tapez sur Amazon, même sur Google, Crépusculaire. Voilà, c'est un jeu de mots. Voilà. Premier tome, Emmêlé de Manzel Cléo. Je te laisse l'attraper aussi, comme ça tu me montres à la caméra. Parce que moi, je vais le dire au revoir. Merci beaucoup. Merci, Manzel Cléo. Est-ce que tu as un dernier mot? Voilà, 2, 3 petits mots à nous dire pour la fin, à la caméra qu'elle a. Si tu t'adresses à un parent, à une maman, par rapport à nos Alors, cheveux. le mot de la fin, c'est n'oubliez jamais, n'hésitez jamais, de manière quotidienne, si vous avez vos enfants, dès leur plus jeune âge, de valoriser leurs cheveux, leur beauté, quelle que soit la carnation, la teinte de leur peau, s'ils sont métissés, noirs. Enfin bon, ça c'est très très important parce que le monde extérieur se chargera de les complexer pour rien. Et même des enfants dont les parents prennent le temps de les valoriser, vous n'imaginez pas parfois les idées reçues qui s'implantent dans leur tête et qui restent. Et il faut déprogrammer parfois un peu plus tard et on se dit, mais ils pensent ça, c'est très bizarre. Donc vraiment, prenez le temps, mère, père, je m'adresse aux parents, les tantines aussi, pourquoi pas, de toujours rappeler à vos enfants qu'ils sont beaux comme ils sont et qu'ils n'ont pas à ressembler et à adopter d'autres façons, d'autres standards de beauté pour se sentir, il faut qu'ils soient allés dans leur corps et comme ils sont. Merci pour ce C'est dernier mot. créature. Merci pour ce dernier mot. Merci, sourire magnifique. Wow. La tenue, magnifique. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Merci, on voit le compteur des abonnements qui monte. Merci. On voit que vous regardez l'émission, ça vous plaît parce qu'on a de très bons retours. Merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez. Merci à toute l'équipe Nacho, Samuel, Paul, Garis, Satya et toutes les autres personnes qui travaillent pour vous offrir cette belle émission que vous continuez à suivre et à partager autour de vous. Et comme on le dit dans Nacho, chaque histoire est différente, mais une histoire peut en inspirer une autre. Et j'espère que l'histoire de Manzel Cléo va inspirer quelqu'un derrière son écran. Je vous dis à très très vite, très bientôt avec notre prochain invité ou nos prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Ciao.